Bien, merci. Tout de suite, deux petits films, Bordeaux d'un côté et Le Grand Lyon de l'autre, pour illustrer la prise en compte dans ces deux territoires de ces problématiques-là avant que nous en débattions. Alors, celui de Vincent Feltès sur 50 000 logements autour des axes de transport collectif. Un des objectifs majeurs, c'est faire revenir les habitants dans la ville, dans l'agglomération bordelaise. Et une question qu'on se pose, c'est comment finalement on produit rapidement de l'habitat et du logement. Et tout ça se structure autour d'un projet principal qui s'appelle 50 000 logements autour des transports collectifs. L'idée, c'est durant la troisième phase du tramway, qui va s'étaler de 2013 à 2017, on veut accompagner ces 30 km supplémentaires de tramway d'habitat pour qu'ils soient proches. Et avec l'agence d'urbanisme, on a quantifié, grosso modo, on pouvait produire entre 70 000 et 90 000 logements autour des axes de tramway, et on s'est dit que 50 000, c'était un nombre raisonnable. On fait à Bordeaux, comme dans d'autres endroits, ce qu'on appelle une espèce d'urbanisme négocié. C'est-à-dire que la collectivité publique sait parfaitement ce qu'elle veut, investit fortement sur des crédits d'études, sur l'intelligence de la ville, travaille avec des maîtres d'œuvre importants, mais en même temps, ensuite, ne cherche pas à contrôler tous les leviers, le foncier, les promoteurs, la manière de faire. On a mis en place des comités partenariaux avec les bailleurs sociaux, avec les promoteurs, pour faire en sorte que tout puisse débuter très rapidement. Et donc, on est aujourd'hui dans la seconde phase avec 15 sites témoins qui doivent être capables de produire 5000 logements dans les 3 années qui viennent. Pour l'instant, on n'a rencontré que de l'enthousiasme et beaucoup de volonté de bien faire. En revanche, la difficulté est devant nous quand on va devoir se mettre à produire concrètement, qu'on va regarder les règles du PLU, qu'on va regarder qui est la maîtrise foncière. On a bien conscience que malgré cet urbanisme négocié très large, on va avoir des difficultés opérationnelles. Donc c'est pour ça que les 12-24 mois devant nous sont les 12-24 mois les plus critiques. Les résultats, ça a été finalement de donner à voir aux élus des endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir. Dans l'urbanisme traditionnel, on dit il faut qu'il y ait tant d'hectares, que tout soit dégagé. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'endroits à valoriser. Donc finalement, ça nous a montré qu'on avait des capacités constructives rapides qu'on n'avait pas forcément envisagées. Investir dans l'intelligence, c'est peut-être le conseil que je donnerais à mes collègues élus, notamment dans une période de raréfaction des crédits. On a toujours tendance à se dire les études, ça ne sert pas à grand-chose, on veut de l'opérationnel. Je pense que c'est justement parce qu'on a moins de crédits qu'en consacrer certains à avoir une vision stratégique qui se décline est d'autant plus important. Bien. Je vous rappelle que Vincent Feltès est remplacé il y a peu de temps à la tête de la Fédération nationale des agences d'urbanisme, André Rossineau, et il nous dit investir dans l'intelligence, c'est pas forcément perdre de l'argent. Passons tout de suite le film du Grand Lyon sur la confluence. Lorsqu'on parle du Grenelle de l'environnement, je dirais attention, trop de lois tue la loi. Vous voyez, par exemple, l'ensemble de ce quartier a été fait avant le Grenelle de l'environnement. Mais nous n'avions pas besoin de rappel à la règle pour savoir qu'ici, nous voulions faire à la fois de la mixité fonctionnelle, à la fois du logement, et en particulier du logement social, 25% de logement social dans ce quartier, puis en même temps des espaces publics qui donnent envie de vivre dans un tel quartier. Ici, on va réaliser 1 million de mètres carrés, mais il ne s'agit pas pour nous d'empiler le béton sur le béton, mais au contraire de construire des quartiers à vivre pour leurs habitants, à vivre pour ceux qui travaillent, à vivre pour ceux qui viennent s'y promener. Et déjà,
c'est un objet de visite internationale parce qu'on considère que c'est là que se construit la ville du XXIe siècle. Nous avions deux types de défis. D'abord, profiter de l'environnement unique que nous avons ici, à la fois entre Rhône et Saône, derrière des balmes à la végétation fournie, avec une vue sur des bâtiments anciens tout à fait extraordinaire. Puis en même temps, nous voulions que dans le bâti, ce bâti puisse être le témoignage de ce que va être la ville de l'avenir. Nous avons été exigeants d'un point de vue architectural, mais nous avons été exigeants d'un point de vue environnemental. Et donc aujourd'hui, tous ces bâtiments sont haute qualité environnementale, où nous ferons vivre à la fois la vie économique de grands sièges d'entreprise, et puis la vie en matière de logement, faire qu'il y ait beaucoup d'habitations dans ce secteur, avec des habitants qui appartiennent à toutes les couches de la société, parce que c'est notre défi. Vous voyez, ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on a à la fois les logements les plus chers de Lyon et en même temps une proportion de logements sociaux extrêmement élevée, 25 à 30%. Donc c'est comme cela que la ville de demain doit se construire, va se construire, de manière à ce qu'il n'y ait plus la ville riche d'un côté, la ville ghettoisée de l'autre, où on voit bien que cela mène à des conflits extraordinaires entre les populations. Nous voulons construire la ville du vivre ensemble, la ville peut-être tout simplement du bonheur. Bien. Alors, construire la ville du bonheur. Michel Delbarre, André Rossineau, comment vous vous y prenez? On va commencer sur une première séquence. Comment vous y prenez? À quelle échelle vous construisez la ville du bonheur et avec quel partenaire? Je vais laisser Rossineau parce qu'il faut mettre un peu d'intelligence dans tout ça. Alors on commence par André Rossineau. Mieux que ce soit toi. Ça fait d'ailleurs 8 jours qu'on se concerte pour arriver à cette conclusion. Vous n'allez pas être déçus. Je crois que c'est... Je vais naturellement rebondir sur les propos de Vincent Feltès et dire ce que la FNO apporté et doit apporter en parfaite intelligence avec les élus communautaires, avec cette symbiose pas toujours facile à réaliser entre les équipes des communes et de la communauté urbaine, et puis l'agence, et ce que l'on appelle d'un terme un peu global l'ingénierie. L'ingénierie des territoires, l'ingénierie de prospective. Et il faut effectivement aujourd'hui avoir, à travers les agences et à travers, je dirais, l'harmonieuse complémentarité, la ressource humaine, technique, et je dirais pas uniquement technique, sociétale aussi. Il faut embaucher des sociologues, il faut qu'il y ait autour des élus, avec les élus, des équipes extrêmement complexes et représentatives des mutations de la société. Car ce qui est aujourd'hui à l'ordre du jour, et notre collègue de Nantes en a fait une démonstration remarquable, c'est la gestion de la complexité, de la multiplicité des procédures, c'est la gestion du temps, c'est la gestion, je dirais, du temps long sur un certain nombre de process, mais la superposition du temps court, qui peut être aussi un temps électoral et démocratique, le temps aussi à découvrir et à animer en permanence de la gestion avec la société civile, avec le monde associatif, avec nos concitoyens. On est donc bien aujourd'hui dans une mutation profonde, irréversible de la méthodologie urbaine, mais aussi de la société. Car le Grenelle, ce sont les principes du développement durable, qui ne sont pas simplement aujourd'hui des choses franco-françaises. Nous travaillons avec le MEDEM sur un échantillon de 60 villes européennes qui adhèrent à ces valeurs et à ces principes du développement durable, et nous avons un échange d'expériences très fort, et nous travaillons
à cette idée d'avoir quelques paramètres, quelques indicateurs qui soient susceptibles d'être partagés au plan européen, parce que derrière cela, il y a un certain nombre de politiques européennes dont nous pouvons bénéficier. On est donc bien aujourd'hui sur une marche en avant. Alors cette marche en avant, ce sont les piliers du développement durable, c'est le pilier environnemental, c'est aussi le pilier, on l'a vu ô combien avec ses conséquences financières sur la cohésion sociale et la cohésion territoriale, c'est aussi des formes nouvelles de développement économique. Et puis, j'ajouterais personnellement un autre pilier pour lequel on se bat, c'est l'insertion du pilier culturel dans la dimension urbaine, parce que ce soit à travers les équipements ou à travers la diffusion des politiques publiques qui touchent à la culture, nous devons y être très attentifs. Enfin, c'est le sujet global et pas facile à faire évoluer, celui de la gouvernance. La gouvernance intracommunautaire. À Nancy, nous avons, au Grand Nancy, travaillé sur ce concept des rapports entre la communauté et chaque commune à travers ce que nous appelons une charte de proximité, c'est-à-dire des engagements réciproques évalués tous les ans sur le niveau de service, sur les modalités du service, sur le dialogue entre les services de la communauté et les services de chacune des communes, en liaison aussi avec un collège des directeurs généraux qui se réunit régulièrement autour du directeur général de la communauté urbaine. C'est aussi cette notion qui va de pair avec la montée en puissance progressive vers un PLU communautaire. C'est difficile de passer d'un poste à un PLU de chaque commune approuvé par la communauté urbaine, donc il y a toute cette graduation des consultations vers un PLU communautaire global. Donc nous avons identifié dans l'ensemble du territoire communautaire ce que nous appelons des territoires à enjeu, c'est-à-dire où l'intercommunalité est porteuse dans 5-6 communes d'un projet partagé stratégique. Et à partir du moment où nous avons ce projet territorial intracommunautaire comprenant plusieurs communes qui se dessinent, on va par exemple vers un plan d'aménagement et de développement durable commun, discuter ensemble, rapporter ensemble devant le conseil de communauté qui préfigure, je dirais, la logique vers le PLU communautaire. Donc il faut imaginer des formes nouvelles de travail. De la même manière, le travail avec le conseil de développement doit être corrélé avec les évolutions internes au conseil de communauté. Enfin, s'ouvre une ère, je dirais, de non-limite territoriale, parce que c'est bien aujourd'hui la véritable révolution qui se produit. Il n'y a plus simplement la limite territoriale qui définit notre politique. On voit bien que les choses se posent aujourd'hui plus en termes d'influence qu'en termes de périmètre. C'est ce qui d'ailleurs irrite ou déstabilise ou interpelle nos amis qui ont des responsabilités territoriales, de départements, de cantons, de pays restreints, etc. L'influence de la ville ne se mesure plus aujourd'hui à la notion stricte d'un territoire. Alors, un moyen de procéder, c'est d'être très actif dans le syndicat de cohérence territoriale, le SCOT, parce que c'est là où on fait passer les messages, c'est là où il y a articulation des échelles et où ce que nous faisons dans la grande ville, dans la grande agglomération, peut être présenté d'un jour nouveau pour nos collègues des petites intercommunalités. Et c'est à partir du moment où il y a l'acceptation de la connaissance réciproque de l'autre qu'on est sur un processus d'adhésion en marche. Et le vrai débat aujourd'hui n'est pas simplement, c'est un peu ce qu'on peut reprocher au texte sur la coopération intercommunale et sur les schémas, c'est de donner trop d'importance au périmètre arrêté. Par contre, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est apprendre à travailler, à imaginer le travail entre communauté de communes, communauté d'agglo, communauté urbaine. C'est l'interterritorialité. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et je conclurai ce propos en citant une expérience.
j'ai entendu que beaucoup avaient ici et là soit de devenir une métropole au sens plein du terme, si je puis dire, d'autres un réseau de villes à travers le pôle métropolitain, ce que nous avons fait avec nos amis de Thionville, de Metz et d'Épinal. Mais il y a aussi cette notion de pôle métropolitain diffus autour d'une agglomération. Et les secteurs sur lesquels on peut travailler avec une grande logique dans un périmètre autour d'une grande agglomération, ce sont les mobilités, c'est le PLH, hein, c'est le plan de déplacement, c'est la manière dont on gère, par exemple, le PLH du Grand Nancy va être confronté à un travail partenarial avec toutes les intercos autour pour regarder leur PLH avec le nôtre pour qu'il n'y ait pas de hiatus, en quelque sorte, dans la transition urbaine. Toutes ces choses apprennent à travailler ensemble. Et nous avons lancé une grande enquête ménage avec le CERTU. Je fais un peu de pub au passage pour un organisme brillant et compétent. D'ailleurs, vous avez un grand colloque du CERTU à Lyon, monsieur le maire de Lyon, il est parti. Un grand colloque, il est parti au colloque fin janvier, le 31 janvier, à Lyon, pendant 2 jours. L'année dernière, nous avions eu près de 1000 personnes sur ce grand colloque et cette ouverture du CERTU, parce que là aussi, le savoir-faire est à partager entre les services de l'État et les services des collectivités, les agences d'urbanisme. Donc cette mise en réseau du savoir-faire est très importante. Une enquête ménage, ça n'a l'air de rien, mais mettre en réseau sur tout un très grand SCOT ou un bassin de vie, à travers une enquête ménage, la recherche des informations partagées sur les mobilités pour le travail, pour les achats, pour les loisirs, c'est aussi une façon nouvelle de travailler ensemble. Donc, laboratoire permanent. Et s'il y a une chose aujourd'hui qu'il faut faire, c'est vraiment partager ensemble au fur et à mesure, et cette formule d'échange d'expériences, de mutualisation des savoirs, de stratégie de préparation de l'avenir, avec une dimension européenne, c'est aujourd'hui indispensable. Merci, Président. On a vraiment pris du retard et on est contraint par le ministre. On va passer d'un sénateur du Nord à la parole d'un sénateur du Nord. On avait un film d'un autre sénateur du Nord, René Van Durando. Ce que je vous propose, c'est qu'on le regarde ensemble, pas maintenant, mais sur Internet. Il nous passe... Vous voulez qu'on le voit? On va le regarder. Allez, René Van Durando, allons-y. Bonjour à l'ensemble de mes collègues de la CUF et essayons en quelques minutes de mesurer la singularité de l'approche de l'île métropole communauté urbaine en matière de planification urbaine. Alors, première singularité, c'est que Martine Aubry, la présidente de la communauté urbaine, est investie sur la base d'un programme complet, cohérent, et dès les premiers mois qui suivent son investiture, l'ensemble des politiques communautaires sont mises au service de ce programme. L'habitat, le développement économique, le développement durable, les transports. Donc, première singularité. Deuxième singularité, la coïncidence des temps. Nous avions décidé que le schéma directeur précédent devait être révisé pour donner la place à un nouveau SCOT. Fort naturellement, ce SCOT va mettre en forme urbaine l'ensemble du programme de la communauté urbaine et plus largement de l'arrondissement. La méthode, là aussi, mérite d'être soulignée, puisque la démarche est portée par une consultation internationale avec de très grandes équipes, et c'est une chance pour nous d'urbanistes qui ont répondu, qui vont incorporer les données de la métropole et projeter la forme urbaine de demain. Ça, c'est très intéressant et important pour soutenir le débat avec la population, avec les élus, naturellement. Troisième caractéristique, une priorité accordée à l'agriculture.
longtemps considérée comme la variable d'ajustement, hein, et il n'y a qu'à regarder ici comme ailleurs la progression de l'étalement urbain. Le choix politique est clair, il n'y aura plus désormais d'amputation en volume sur l'espace agricole. Ça veut dire très clairement qu'on revisite à la fois toutes les zones urbanisées différées et en même temps l'ensemble des projets communautaires autour d'un principe simple: si je vous prends 1 mètre carré de terre agricole, je vous le rends. Troisième caractéristique, la prise de conscience que ce qui est regardé beaucoup comme un handicap peut devenir un atout. Très longtemps, cette métropole, qui a été une des métropoles les plus industrielles de France, a vu des friches industrielles progressivement apparaître le long des canaux qui irriguent son territoire. Aujourd'hui, 400 hectares en régénération urbaine, de reconquête de ces friches et de ces canaux sont disponibles. Comment arriver à relever ce défi? La consultation internationale d'urbanisme, bien sûr, mais surtout un vrai savoir-faire développé autour d'un partenariat local avec l'État et l'ensemble des parties prenantes va nous permettre précisément de régénérer ces friches industrielles, et cela avec l'aide de l'Europe. Le plan local de l'habitat qui va être adopté l'année prochaine, qui va être articulé avec le projet d'aménagement et de développement durable du prochain SCOT, lui aussi retient 2 originalités. La première originalité, c'est la ville intense, c'est-à-dire une volonté de privilégier un habitat plus dense dès lors que les préoccupations de transport sont prises en compte notamment. Un habitat pour tous, hein, car je rappelle qu'il y a en permanence 40 000 demandeurs de logements sociaux dans la métropole et il fallait accorder une priorité à la construction du logement, et cela en dépit d'une politique nationale qui ne va pas dans ce sens. Et enfin, une volonté de promouvoir la performance énergétique. Oui, parce qu'avec une population plus pauvre qu'ailleurs, vous imaginez bien qu'indépendamment de la maîtrise des gaz à effet de serre, pour bon nombre de mes concitoyens, c'est bien au niveau du pouvoir d'achat, de la maîtrise des charges locatives que se situe l'enjeu, et nous avons là un défi spécifique à relever, surtout que nous avons la caractéristique d'avoir un habitat ancien très important. Et enfin, et j'en terminerai par là, promouvoir une politique de transport collectif, tous azimuts, j'allais dire, sans oublier les communes petites et moyennes, et le faire dans une logique en matière d'habitat, en matière de développement économique qui intègre les fonctions et surtout qui est coproduit avec les maires. L'originalité, et je termine par là, l'originalité de la mise en œuvre de ces programmes, c'est la logique de la coproduction. Le maire était issu du suffrage universel, il est élu lui aussi sur un projet. La communauté est garant d'un intérêt communautaire. Il nous faut donc concilier ces 2 dimensions d'intérêt général. Et l'originalité, un peu à la Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir, c'est que nous avons ici mis en œuvre une volonté politique de coproduire entre les maires et la communauté urbaine l'urbanisme de demain. Et pour aider les maires à le faire, nous n'hésitons pas à cofinancer des études d'urbanisme qui permettent précisément de se situer à la bonne échelle et d'éclairer les bonnes perspectives d'avenir du développement métropolitain. Je vous remercie de votre attention. Bien, Michel Delbar, peut-être une petite réaction. Moi, je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Comme ça simplifie. Je suis d'accord avec l'évolution du PLU intercommunal intégré. C'est vrai que la dimension commerce doit figurer dedans, de plus en plus, il ne faut pas se tromper. Donc, avec ce que vous avez dit, Thierry, moi, je partage l'évolution. Et puis, avec ce qu'a dit André, je partage aussi l'idée que faire un SCOT, faire un PLU, c'est de plus en plus à l'échelle du SCOT que les choses vont se passer. Non seulement la ville, mais tout son environnement. Donc tout ça va, selon moi, dans le bon sens. J'ai par rapport aux préconisations du Grenelle 2, 1 ou 2 préoccupations. La première, c'est que pour mettre en œuvre le Grenelle, on doit innover, et nous innovons tous.
dans nos projets, dans nos perspectives, sauf qu'il n'y a pas d'accompagnement à l'innovation dans notre pays. Or, l'innovation, c'est toujours un surcoût quand tu veux lancer un certain nombre de choses, et je pense que Grenelle va souffrir de ne pas avoir prévu la manière d'enclencher de véritables innovations pour qu'on voit dans quel sens on peut orienter les choses. Et à mon avis, on va s'en rendre compte dans quelques temps. L'autre élément, c'est que s'il y a de l'innovation, il faut accepter de s'asseoir sur un certain nombre de règlements. Moi, j'y peux rien. On a tenté d'innover avec un architecte Michelin sur la construction de logements, avec des éléments de traitement du chauffage et de la ventilation tout à fait novateurs. Pas de bol. Le procédé qui avait été proposé n'avait pas encore été agréé par le CSTB, alors que ça fonctionnait en Allemagne. Le CSTB ne l'ayant pas agréé, vous ne trouvez pas d'assureur pour la réalisation que vous voulez faire. Vous n'avez pas d'assureur, vous n'avez pas de constructeur. Et vous restez avec votre belle idée. Il y a donc des domaines où il faut accepter qu'on aille de l'avant avec des éléments de prise de risque, mais qu'on puisse tout de même avancer. Et puis, bon, vous y êtes tous confrontés. Moi, quand vous voulez faire bouger une ville ou un territoire, le recours, les procédures de recours commencent à me chauffer un peu, quoi. Moi, j'avoue franchement que je veux faire un hôtel à un endroit de ma ville. J'ai un gars à côté qui va avoir un peu d'ombre, qui estime donc qu'il est gêné. Il me file un recours sur la construction. J'ai 1 an de procédure pendant lequel lui ne court aucun risque. Aucun risque, même pas financier, puisqu'il n'a même pas besoin éventuellement de payer d'avocat. Pour faire l'hôtel, on a fait un montage financier et un tour de table. Par les temps qui courent, si vous perdez 1 an, vous allez être obligé de refaire un tour de table financier parce que vous n'avez pas la garantie que les mêmes seront au rendez-vous. Bon, moi je veux bien, on est porteur d'intérêt général, de responsabilité publique, mais nos règles sont en partie focalisées sur l'intérêt privé, la propriété privée, et la difficulté de rendre compatible tout cela. Bon, ben, ce que je dis, tous les maires, tous les responsables de collectivités sont confrontés à ça. Si on veut un pays qui innove à travers ses villes et à travers la responsabilité locale, il faudra qu'il se donne la capacité d'innover. C'est pas toujours le cas. Voilà simplement ce que j'ai à dire. Bien, merci. On va conclure cette table ronde. Juste un dernier petit mot, Ramon. Non, juste, on m'a demandé qui j'étais. Ça n'a pas été présenté sur l'écran. Je suis Gilles Retière, premier vice-président de la communauté urbaine de Nantes. Et je représente Jean-Marc Ayrault assez souvent dans cette institution. Merci. Bien, écoutez, on va passer à la dernière séquence, en remerciant ces messieurs. Dernière séquence consacrée métropole et pôle métropolitain. Et donc on va demander à venir sur scène à Pierre Cohen, Joachim Pueyo, Eugène Caselli et Christian Estrosi qui vient d'accueillir le ministre. Et pour inaugurer cette séquence, allez-y, installez-vous, Hervé Paul, qui avait la charge hier d'animer l'atelier le plus couru d'ailleurs de notre congrès, consacré aux métropoles et aux pôles métropolitains à quasi-égalité avec l'atelier finance. Hervé Paul, je vous laisse la parole pour nous résumer un petit peu ce qui s'est dit hier. Alors l'enjeu de cet atelier était, à travers 3 thématiques, de faire un petit peu le point sur ce nouvel outil qu'a créé la loi du 16 décembre de la réforme des collectivités territoriales, de ces 2 nouveaux outils, la métropole et les pôles métropolitains, à travers le prisme d'abord de l'échelle pertinente d'intervention, du contenu de la coopération et de la gouvernance de ces structures. Alors, 6 interventions nous ont fait partager des expériences diverses. Au titre de Nice Côte d'Azur, je vous expliquais que la création de la première métropole française au 1er janvier 2012 constituait d'abord un moyen d'aménager de façon plus solidaire un bassin de vie cohérent
qui réalise un lien très important d'un point de vue géographique entre la baie, la mer, la Côte d'Azur, et les montagnes des sommets du Mercantour. Ça constitue aussi une opportunité majeure en termes de rayonnement et de développement économique et touristique, puisque dans les nouvelles compétences de la métropole, eh bien, apparaît la compétence du développement à l'international, du tourisme et de l'économie, ce qui d'ailleurs est renforcé par le caractère international, maintenant en tous les cas transfrontalier de notre métropole, qui vient de joindre l'Italie. Et ensuite, pour le périmètre préexistant, eh bien, une possibilité d'accroître encore l'efficience des services rendus à la population, notamment par une gestion complètement intégrée de la voirie, avec bien sûr sur le territoire de la future métropole un enjeu très important au niveau environnemental, avec notamment la prise en compte du cycle de l'eau et la production d'énergie verte renouvelable. Le témoignage de Brest Métropole Océane, qui est en communauté urbaine depuis 1974, illustrait le cas d'un territoire appartenant à plusieurs pôles métropolitains, et donc la double nature des projets de pôles métropolitains. Une dynamique de proximité, avec pour Brest Métropole Océane un pôle à l'échelle du pays, et une dynamique de réseau entre grandes agglomérations et aires urbaines à une échelle plus large, en l'occurrence celle de l'Ouest avec Nantes, Rennes ou Saint-Nazaire. En complément, d'ailleurs, Brest Métropole témoignait du fait qu'ils avaient formalisé sa coopération avec Quimper à travers une entente appelée à s'élargir. L'intervention du directeur général des services de la communauté urbaine de Lyon nous a précisé le contenu donné à l'intérêt métropolitain du pôle en constitution à travers 4 axes de travail: l'économie, la culture, les déplacements et l'aménagement du territoire, avec un programme partagé comprenant 15 actions. Et je crois que cet exemple était vraiment très clair et montrait l'alliance à travers cette structure de pôle métropolitain, à la fois d'une vision stratégique et de réalisation concrète. Le pôle métropolitain en constitution à Strasbourg et Mulhouse, quant à lui, entend également affirmer une vision partagée de l'avenir et se doter d'outils pour la bâtir, comme un EPCC pour l'enseignement supérieur artistique. Et nous avions évoqué le rattachement de l'Université de Haute-Alsace et celle de Strasbourg, et plus largement des actions dans le domaine du développement économique et du marketing territorial. Pour la communauté urbaine de Dunkerque, la volonté de s'organiser de façon souple pour traiter des enjeux de dimension métropolitaine est positive, mais aurait pu être plus poussée. Les seuils fixés par la loi ne se justifient pas nécessairement. Le fait que les pôles métropolitains soient des syndicats mixtes fermés complexifie le dialogue et la coopération avec l'ensemble des acteurs du territoire. Enfin, le témoignage du sillon lorrain est allé dans le même sens avec l'idée, en s'inspirant de la pratique des conférences métropolitaines dans le cadre des réseaux de villes, d'une charte métropolitaine qui déclinerait les rôles des différents acteurs du territoire pour une gouvernance plus optimale. En synthèse, si on reprend les éléments essentiels de cette discussion, on a noté de façon très évidente la volonté, dans tous les cas, de renforcer des coopérations qui préexistaient à la loi pour réfléchir à des enjeux partagés et conforter le développement de territoires urbains. En clair, ce n'est pas la loi du 16 décembre qui a suscité l'intérêt de travail entre PCI ou l'élargissement d'un périmètre de mutualisation, c'est la nécessité et l'expérience du travailler ensemble qui a été consacrée par la loi. Succès de la formule des pôles métropolitains, c'est une forme de coopération souple et élargie par rapport à un seul projet concrétisé par la création de la métropole, puisqu'aujourd'hui, seul Nice est en cours de formation. Cette formule de la métropole est plus intégrée et correspond à d'autres réalités du territoire. Elle souligne le besoin de souplesse. Alors les élus, tous ont souligné le besoin de souplesse et la nécessité d'éviter un encadrement trop précis par la loi qui contraigne ces coopérations. Mais ce constat interroge aussi quant aux compétences ouvertes aux métropoles. Et je crois que tu nous disais pour Toulouse, pourquoi pas la politique de la ville, l'innovation, la recherche, les transports. D'autres acteurs, en écho à l'atelier qui venait de se tenir sur les finances, appellent à la vigilance quant à l'élargissement sans limite et sans moyens des compétences. En ce qui concerne la gouvernance,
Une discussion a lieu sur la pertinence du statut du pôle métropolitain comme syndicat mixte fermé. Il semblerait que la plupart des acteurs s'accordent à offrir au moins la possibilité que ces syndicats soient des syndicats ouverts. Dans deux buts, d'abord pour mieux associer les forces vives, telles que les chambres consulaires, les agences et bien d'autres représentants encore du monde associatif, mais aussi et surtout les partenaires institutionnels qui constituent le Conseil général et la région. Et là encore, par rapport à l'enjeu majeur des transports, l'exemple de Lyon nous montrait comment il était difficile de se passer de ces relations avec le Conseil général et la région. En définitive, les travaux ont été très passionnants et montrent qu'ils doivent se poursuivre à travers le cadre du réseau des pôles métropolitains. D'ailleurs, une date a déjà été prise au mois de décembre. Et quel que soit le choix, en fait, entre métropole, pôle de proximité ou pôle de réseau, de dimension plus large et à vocation de projet, l'importance et l'adéquation du projet au territoire et à ses enjeux propres. Chaque territoire doit trouver son outil. Tout en sachant que ces outils, que sont la métropole et le pôle métropolitain, ne sont pas forcément exclusifs l'un de l'autre. Pour Nice Côte d'Azur, la métropole permet une plus grande solidarité interne dans le territoire, tandis que les pôles métropolitains en constitution formalisent des organisations déjà anciennes, visant à créer des coopérations et des solidarités entre EPCI. Les deux démarches pourraient donc finalement être complémentaires. Bien, ben écoutez, merci. Effectivement, les débats ont été très riches et se poursuivront, comme vous l'avez dit, au mois de décembre et lors de journées que nous organiserons collectivement avec l'ensemble des associations d'élus au sein du réseau des pôles métropolitains, associations d'élus et autres associations concernées, les conseils de développement, les agences d'urbanisme, les CCI, etc., tout au long du prochain semestre. Peut-être une réaction, un petit peu un binôme entre Joachim Feuillot et le nouveau président de la communauté urbaine d'Arras, M. Rapneau, qui sont deux cas particuliers dans ce débat sur les pôles métropolitains, puisque, on l'a dit et on l'a reproché peut-être, on a un seuil de 150 000 habitants minimum pour faire le centre du pôle métropolitain et 300 000 en tout. Aucune de vos deux agglomérations n'a atteint ce seuil, et pourtant, vous travaillez sur ce sujet. Joachim Feuillot. Oui, je crois qu'il faut regarder un peu où se situe Alençon, dans un département qui fait 290 000 habitants, le département de l'Orne. Donc quand on compare effectivement avec des métropoles comme Lyon, comme Nice, je crois que c'est bien de rappeler ce chiffre. Et Alençon étant la ville la plus importante, avec une agglomération qui fait actuellement 52 000 habitants, après la réforme, on arrivera à plus de 60 000 habitants, ce qui sera encore une petite communauté. Il est vrai, lorsque les textes sont apparus concernant les pôles métropolitains, les métropoles, je me suis posé beaucoup de questions. Et pourtant, on va se mettre dans ce raisonnement par rapport aux pôles, puisque nous sommes au sud de la Basse-Normandie, à 120 km de Caen, mais nous sommes tout près du Mans, à 50 km du Mans. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir sur comment Alençon peut s'inscrire dans une dynamique autour d'un pôle avec Le Mans et Tours. Pour plusieurs motifs. Nous sommes reliés par une autoroute. Nous avons une ligne de chemin de fer, et j'en profite, puisque nous avons le ministre ici, pour dire que la ligne Caen-Tours est une ligne qui a été quand même délaissée et qu'on souhaite effectivement la moderniser et la réhabiliter pour permettre effectivement un désenclavement de notre territoire. Et puis nous avons également des coopérations à développer, notamment autour de la culture. Nous avons par exemple un conservatoire départemental au niveau de la musique qui a un bon renom. Le Mans a également un conservatoire départemental. Et la question de se poser, pourquoi pas transformer ces conservatoires en conservatoire régional. Nous avons également de la recherche à Alençon au niveau de la plasturgie. Au Mans, c'est l'automobile qui est bien développée. Donc on a effectivement des points de convergence. Et puis également, et j'ai beaucoup réfléchi puisque nous sommes en Basse-Normandie, la Basse-Normandie est quand même marquée par le littoral. Caen, par exemple, Haute-Normandie, Le Havre, Rouen. Le maire Philippe Duron vient de m'adresser un courrier pour me dire qu'il allait constituer un pôle métropolitain avec Caen et Rouen, ce qui me paraît logique. Et donc, il est bien évident que nous, Alençon, à cheval à la fois sur l'Orne et la Sarthe, à cheval sur la Basse-Normandie et le Pays de Loire, on a peut-être effectivement à développer cette coopération avec les Pays de Loire, notamment avec Le Mans, et puis Tours qui appartient au centre.
Donc on voit très bien que l'intérêt des pôles métropolitains, c'est qu'on a une autre logique. On est au-delà des départements, au-delà des régions, au-delà des frontières. Et je crois que ça devient intéressant. Et je pense que les énergies, les collectivités et également tout ce qui est lié à l'économie sont bien sûr au-delà des frontières. Et c'est dans cette perspective, moi en tout cas, que je me place. D'ailleurs, je le dis à mes collègues ici présents, qu'on aura un débat à ce sujet-là au mois de janvier 2012 et on prendra une décision et je proposerai que la communauté urbaine s'inscrive dans un pôle métropolitain avec Le Mans et Tours. Très bien, merci. Alors, du côté, retournons dans le nord, du côté d'Arras, Philippe Rappeneau, où est-ce qu'on en est? Écoutez, je crois que le maître mot de ce matin, c'est qu'il nous faut réfléchir de manière plus large. C'est pour ça que dès l'apparition de cette loi à l'initiative de mon prédécesseur Jean-Marie Van Lorenberg, on s'est demandé comment on pouvait travailler avec les territoires qui étaient autour de nous. Et le constat a été simple, c'est que, en gros, à 15-20 minutes, pas plus, en termes de déplacement, on a une population qui avoisine 1 million d'habitants, regroupés sur 6 intercommunalités qui couvrent quasiment la totalité du bassin minier avec la communauté urbaine d'Arras. Et donc, ça, c'était la réalité de la population, des déplacements, des espaces-temps relativement courts, et puis des infrastructures importantes qui arrivent. Pour nous, c'est important sur notre territoire, l'arrivée du Louvre-Lens, et demain aussi, la traversée de notre territoire par le canal Seine-Nord. Et, dernier point, la recherche d'un lieu pour accueillir, je dirais, le hub ferroviaire grande vitesse que la région Nord-Pas-de-Calais cherche, notamment pour les connexions entre les différentes provinces de notre métropole, mais aussi, bien évidemment, de nos grandes capitales européennes. Et à partir de là, de cette réflexion, on s'est dit comment peut-on mettre cela en œuvre. On a un certain nombre de sujets sur lesquels on travaillait en commun, puisque nous avons une université multipolaire, qui est l'université d'Artois, qui couvre déjà ce territoire métropolitain. Et bien évidemment, il nous a paru important d'aller sur ces sujets de soutien au développement de notre enseignement supérieur, et notamment, bien sûr, de la recherche. Point important aussi, c'est l'accompagnement que nous devrons apporter au Louvre-Lens en termes de développement touristique, et c'est un sujet donc, sur lequel on a décidé aussi de travailler ensemble. Et point encore très important, c'est les transports. Bien évidemment, quand vous avez un pôle qui regroupe à peu près 1 million d'habitants, se pose la question des transports. Nous sommes avec des collectivités de taille relativement moyenne, qui n'avons pas aujourd'hui ni de métro, ni de tramway, etc., sauf pour Douai. Et donc, il nous est apparu important de travailler avec la région à un rééquilibrage par rapport à la métropole lilloise, non pas une concurrence, mais un rééquilibrage, et essayer de travailler à une formule tram-train qui pourrait à la fois favoriser les échanges à l'intérieur de ce pôle métropolitain, mais aussi en direction de la métropole lilloise. Très bien. Donc un outil dont on voit qu'il peut s'adapter à tout un tas de configurations. Ça a été résumé tout à l'heure hier par Hervé Paul, et nous avons ici sur scène 3 communautés urbaines parmi les plus récentes, les 2 dernières et puis l'avant-dernière, qui peuvent s'inscrire autant dans un projet de métropole que de pôle métropolitain. On va demander à Pierre Cohen quelle est sa réflexion sur ce sujet, quels choix ont été opérés aujourd'hui sur ces sujets. Oui, je fais partie, enfin, Toulouse fait partie des intercommunalités, des communautés urbaines qui se posaient la question de devenir une métropole. Il est vrai que nous avons été fortement déçus du contenu de la loi par rapport à ce qui a été proposé, puisqu'il n'était pas complètement dans la lignée du débat du rapport Balladur qui posait des questions de est-ce que la France pouvait se doter d'un certain nombre de métropoles avec des compétences qui dépassaient largement les compétences que l'on avait à négocier avec le département ou la région. Et comme je l'ai évoqué hier, et d'ailleurs j'ai trouvé que
Le président, dans son discours hier soir au repas, a largement évoqué l'avenir des métropoles sur les sujets qui nous concernent. Nous le voyons aujourd'hui dans le cadre des investissements d'avenir. Nous sommes en première ligne dans les débats avec les éventuelles fusions ou en tout cas regroupements d'universités. Nous sommes en responsabilité d'accompagner. Et autant que les régions, et c'est là où il y a un débat, je l'évoquais hier, je sais que dans le cadre de leur assemblée générale, les associations des régions de France, et en particulier la parole de Rousset, c'est de vouloir être réellement en responsabilité de cette compétence. Nous avons, et on le voit dans le débat sur nos territoires avec ces investissements d'avenir, aussi la possibilité d'être dans la compétence recherche, innovation, industrie. Donc il y a, et plutôt des compétences qui sont de l'ordre de l'État. On a la même chose par rapport aux défis climatiques. On a, c'est un sujet que je suis au nom de la CUF, avec la politique de la ville, où on voit bien qu'il y a quand même encore, 30 ans après la politique de la ville, des morcellements, des logiques qui n'arrivent pas à s'agglomérer autour de cette notion unique de la politique de la ville en matière aussi bien de réussite éducative, insertion par l'économique que renouvellement urbain. Et donc il y a bien des compétences aujourd'hui qui mériteraient d'avoir une revisite de ce qu'est la métropole. Alors évidemment, c'est un sujet que j'espère qui sera remis en chantier. Par contre, aujourd'hui, nous, à Toulouse, on a eu la chance d'avoir à un moment une opportunité de rencontrer des villes de la région qui ont interpellé la communauté urbaine et qui ont évidemment évoqué avec le Grand Toulouse l'idée qu'aujourd'hui, un dialogue métropolitain pouvait s'ouvrir. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'est pas aussi avancé qu'un certain nombre qui consiste à vouloir faire, parce que j'ai vraiment le sentiment que tous ceux qui sont aujourd'hui en train de constituer les pôles métropolitains étaient déjà bien avancés. C'est une confirmation, et le débat hier a été extrêmement intéressant parce que la différence entre pôle métropolitain et métropole, c'est que métropole, c'est vraiment une intercommunalité avec des compétences. Le pôle métropolitain, c'est surtout des collaborations, des coopérations et d'essayer à faire plus ensemble, mais avec... en tout cas pour le moment je n'en ai pas vu, des véritables délégations de compétences mises à un échelon au-dessus. Donc c'est vraiment deux entités différentes, il ne faut pas les opposer. Il y en a une qui me semble, et Nice a trouvé l'opportunité, mais derrière Nice il faudra qu'il y en ait d'autres, avec peut-être une évolution de ce que sera la métropole. Mais le pôle métropolitain, c'est quelque chose qui va dans le sens de ce que l'on dit depuis 2 jours, qui a été dit par Jean-Claude Boulard tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui nous avons à clamer le fait urbain. Et tout ce qui permettra de mettre le fait urbain en avant dans un équilibre que l'on n'a pas toujours à notre bénéfice dans les débats à l'Assemblée nationale, au Sénat, me semble progresser, et je pense que ces 2 journées-là vont dans ce bon sens. Alors, Eugène Caselli, vous aussi, vous êtes dans cette double possibilité. Comment ça se réfléchit aujourd'hui autour de Marseille ? Bien, d'abord, nous avons été assez surpris de la décision, de la proposition en tout cas, faite par le préfet lors de la dernière commission départementale de coopération intercommunale. Quelques-uns d'entre nous pensaient naïvement qu'il allait demander à plusieurs intercommunalités de fusionner avec la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole pour créer une grande aire métropolitaine qui soit véritablement en situation de rayonner non seulement en Europe du Sud, mais en Méditerranée, par la position géostratégique de Marseille, et puis le port de Marseille lui-même, puis le port de Fos, qui est quand même le 4e port pétrolier mondial, ce qui n'est pas rien. Eh bien non. On nous a simplement dit d'accepter l'entrée d'une commune supplémentaire. Bien. Qui d'ailleurs ne veut pas y venir. Donc on s'est retrouvé 2200 habitants, mais cette commune qui n'avait aucune continuité territoriale avec la communauté d'agglomération avec laquelle elle était a refusé de s'intégrer dans la communauté urbaine. Bon, on ne lui demandait pas non plus, il faut dire. Bien, je crois que l'enjeu est bien plus important que ça. Je crois que la métropole, elle existe de fait. La métropole, c'est un espace mesurable dans lequel nos concitoyens se déplacent, habitent, se cultivent, se soignent. C'est cet espace-là
qui finalement se fout un petit peu des limites administratives faites par le législateur au cours des décennies. Ces gens-là appréhendent cet espace de façon différente, je crois, aujourd'hui, du législateur. Quelqu'un qui habite Fos, qui vient travailler à Marseille, quelqu'un qui va tous les jours travailler à Aix, à l'université, les étudiants qui font la navette entre Aix et Marseille tous les jours, ça existe. Et puis, la métropole, elle existe en divers domaines. Le canal de Marseille, 90 km, dont les travaux datent du siècle dernier, irrigue 37 communes. Et c'est une eau qui appartient à la communauté urbaine de Marseille. Nos universités viennent de fusionner. Aix, Marseille, la grande université aussi de médecine de Marseille, 75 000 étudiants, 7 500 salariés, 650 millions d'euros de budget. Elle est entrée dans le top 70 mondial des universités, ce qui n'est pas rien non plus. Marseille-Provence 2013, 130 communes qui participent à cette grande aventure. Le Forum mondial de l'eau, où Marseille accueillera l'an prochain près de 20 000 congressistes. Tout ça, ça existe. Tout ça, c'est la métropole. Et tout ça, ça prouve bien qu'autour de grands ensembles urbains se crée une activité qui dépasse très largement, je dirais, les petits égoïsmes locaux. Alors, nous allons faire un pôle métropolitain, effectivement. Moi, ce que j'ai dit à mes collègues d'autres intercommunalités, c'est attention, ne faisons pas un pôle métropolitain qui est une métropole de projet, mais simplement une métropole de projet sans véritable gouvernance. Ne faisons pas un pôle métropolitain qui soit un pôle métropolitain creux, sans véritable contenu. Parce que sinon, ça sera un pôle métropolitain par défaut pour éviter la métropole. Et dans ce cas, si l'on en fait le constat, moi je demanderai à mon assemblée communautaire, en accord avec le maire de Marseille d'ailleurs, de transformer la communauté urbaine telle qu'elle est, avec 18 communes, en métropole. Ça sera au moins à ce moment-là un symbole politique et un signifiant politique qu'attendent toutes les forces économiques qui se mobilisent actuellement pour la création d'une métropole. Donc je crois que c'est important à un moment donné de prendre ce type de décision. Nous allons commencer par un pôle métropolitain. Je dis, attention au contenu. Ce contenu, il doit se doter immédiatement d'un syndicat mixte des transports, non pas type loi SRU comme aujourd'hui, sans véritable compétence, mais un véritable outil d'intégration, où les différentes agglomérations et la communauté urbaine transfèrent la compétence transport. Là, on aura véritablement un véritable outil d'aménagement du territoire au niveau de ce que pourrait être un pôle métropolitain. Ensuite, quelques grands projets véritablement identifiés dans la recherche, dans l'innovation, dans le développement économique et dans les solidarités urbaines, parce que ça aussi, ça compte dans nos régions. Donc à partir de là, je crois que les enjeux sont posés. Chacun devra prendre ses responsabilités, sinon Marseille-Provence Métropole fera le choix de la métropole. Bien, Christian Estrosi, vous nous accueillez dans la très future prochaine première métropole française. Beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Bon, il est vrai que lorsque vous avez accepté, derrière notre président Gérard Collomb, que l'Assemblée de la CUF se tienne ici, nous ne savions pas qu'au moment où nous vous recevrions, le président de la République lui-même serait venu nous porter le décret portant création de la première métropole de France il y a quelques semaines de cela. Et je remercie Philippe Richert d'y avoir contribué après que nous ayons franchi en quelques mois seulement, puisque le processus a commencé au mois d'avril dernier, toutes les étapes démocratiques de la construction d'une métropole. Nous avons construit une métropole par fusion. Par fusion, ce que la communauté urbaine avait à elle seule déjà 520 000 habitants, le critère nécessaire pour devenir métropole. Il se trouve que nous avons 3 communautés de communes de 25 000 habitants du haut pays, montant jusqu'au sommet du parc national du Mercantour à 3123 mètres d'altitude au sommet du Mont Gélas, qui ont souhaité nous rejoindre volontairement. Et donc, première étape, on a voté à 4 intercommunalités, le même jour, à la même heure, chacun dans nos assemblées, la décision de nous rejoindre. Deuxième étape, le préfet a pris l'arrêté de périmètre, l'a adressé aux 46 communes,
a demandé aux 46 communes de se prononcer. 42 d'entre elles se sont prononcées favorablement, une s'est abstenue, 3 se sont prononcées défavorablement. Le Conseil général a voté favorablement, le Conseil régional a donné un avis défavorable, et enfin la CDCI, à 33 voix pour, 5 contre et une abstention, a donné un avis favorable, et le ministre a pris le décret de création de la métropole. En moins de 5 mois, nous avons créé une métropole, 87% des communes représentant 97,5% de la population se sont prononcées favorablement. Vous ayant dit cela, je crois qu'on est tous passionnés par ce qu'on fait, que ce qu'il y a de plus important dans notre pays, je le dis devant Jacques Pélissard, notre président de l'Association des maires de France, devant Michel Destot, auquel je souhaite la bienvenue, qui vient de nous rejoindre et qui est le président de l'Association des maires de grandes villes de France. La commune, et c'est une force dans notre pays, reste le pilier fondamental de la République. Et il faut que cela demeure ainsi. Et nous avons sans doute une chance, c'est qu'à travers toutes les lois de décentralisation, à travers toutes les lois d'intercommunalité qui se sont succédées les unes aux autres, au fond, on nous est toujours renforcé les choix potentiels pour nous organiser librement en fonction de la spécificité de nos territoires. D'autres que moi qui ont exercé des responsabilités gouvernementales ici et qui ont visité tous les territoires de métropole et d'outre-mer savent combien nous avons la chance d'avoir un pays qui est si différent. Et forcément, que l'on habite en ruralité, que l'on habite en milieu urbain, que l'on habite en littoral, que l'on habite en montagne, que l'on habite en métropole, que l'on habite dans l'océan Indien, dans le Pacifique, dans la Caraïbe ou en Amérique du Sud, les choses sont si différentes. Malheureusement, il y a des domaines où le législateur, comme les gouvernants, prennent, je dis, n'importe quelle disposition qui n'ont aucun sens, parce qu'aller voir un de nos compatriotes maires amérindiens à la frontière du Brésil, au bord de l'Oyapock, à Camopé, qui vous dit « moi j'ai la responsabilité du transport scolaire », mais vous ne vous rendez pas compte, quand vous votez vos lois à Paris, et que sur mon territoire, j'ai une 50aine de hameaux au fond de la forêt amazonienne, et que le transport scolaire chez moi c'est la pirogue, et que si j'en ai une qui se renverse, c'est moi qui me retrouve mis en examen, d'accord, vous avez un petit problème avec votre bus qui fait le ramassage chez vous, et vous ne pensez pas à mon problème à moi. Donc on vote à Paris sans tenir compte de la diversité de notre pays, et je pourrais parler de tant d'autres dispositions qui sont de véritables carcans qui s'imposent à nos territoires, quelle que soit leur spécificité. Nous sommes riches d'identités, d'additions d'identités extraordinaires. J'ai vécu en tant que ministre de l'aménagement du territoire, de l'outre-mer, de l'industrie, des situations si diverses, si enrichissantes, si extraordinaires et si passionnantes, parce qu'elles se résument à chaque fois à ce qu'il y a d'essentiel, c'est la place de l'homme, de la femme et de l'enfant au cœur de la diversité de nos territoires. Et donc, ce que j'ai fait avec mes amis, mes 45 autres amis maires de ce territoire, c'est vrai quelque chose qui ne s'applique pas forcément à tous les modèles. La communauté urbaine ne nous permettait pas de le faire, parce que l'INSEE considère qu'une commune rurale ne peut pas appartenir à une aire urbaine, ce qui est complètement stupide à mon sens. Complètement. Quand vous avez des amis qui sont à 100 km d'ici et qui ont leurs enfants qui vont au lycée chez vous, à l'université chez vous, que l'ensemble des grands services publics, que le centre hospitalier universitaire est au cœur du chef-lieu du département, et qu'en même temps vous leur dites « oui, mais on ne peut pas vivre ensemble, la loi ne nous le permet pas ». Ben, la métropole nous a offert l'opportunité de pouvoir vivre ensemble, d'échanger nos solidarités ensemble, de construire une sorte de générosité pour qu'il y ait plus d'équité et de justice. Or c'est vrai, moi j'ai beaucoup apprécié le débat sur la péréquation tout à l'heure, je signe à demain le communiqué conclusif que nous proposerons tout à l'heure et qui nous a été proposé par Jean-Claude Goulard sur la péréquation, parce qu'il y a une sorte d'injustice cette année à prendre 30 millions d'euros à la communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur pour la reverser à d'autres territoires,
alors que j'ai des communes de montagne qui n'apportent aucune ressource à la communauté urbaine, qui n'en apporteront aucune demain à la métropole, puisqu'elles rentrent dans la métropole, mais que ces communes dans lesquelles nous allons financer avec la métropole, qui n'est autre qu'une communauté urbaine renforcée de quelques compétences, nous allons financer leurs stations d'épuration. Il leur aurait fallu 40 ans d'exercice budgétaire pour réaliser des stations d'épuration que nous réaliserons en moins de 2 ans. En moins de 2 ans. Et en même temps, ça nous permet de faire un agenda 21, de respecter le Grenelle 1, le Grenelle 2 de l'environnement, la nappe phréatique dans laquelle nous pompons l'eau du Var qui apporte l'eau potable à l'ensemble de l'aire urbaine. Si dans les affluents de la Vésubie et de la Tinée, on rejette toutes les cochonneries possibles, qui en subit des conséquences? Le pavillon bleu du littoral, en même temps que la nappe phréatique du Var. Et en même temps, à ceux qui pourraient me dire oui, mais avec les ressources de nos communes du littoral qui sont plus riches, nous allons donner à des communes qui ne nous apportent rien. Oui, elles nous apportent. Elles nous apportent de la richesse humaine et elles nous apportent de la richesse naturelle. Car pouvoir allier à la fois un sanctuaire marin où vous avez une diversité de mammifères extraordinaire, un parc national fabuleux, un patrimoine historique et culturel extraordinaire, et mener ensemble une grande politique touristique parce que la promotion économique à l'international nous est transférée. En même temps, développer dans notre opération d'intérêt national une grande politique tournée vers les éco-industries, vers l'éco-croissance, qui d'ores et déjà, en moins de 6 mois, mes chers amis, a amené la Fondation IBM Monde à nous retenir dans son réseau de 5 territoires métropolitains en Europe, avec Bucarest, Helsinki, Glasgow, Eindhoven, comme territoire intelligent et durable expérimental. 27 ingénieurs d'IBM sont mis à notre disposition pour tout cela. Mettre en service le sans-contact mobile, le NFC, Cisco qui veut faire de notre territoire un territoire pilote en matière de fibre optique, en allant jusque dans le dernier village le plus éloigné pour apporter les technologies les plus évoluées en matière de télécommunications, y joindre les crédits de campus prometteurs pour faire la première université du développement durable avec l'université de Nice-Sophia Antipolis, etc., etc. Je vous prends quelques éléments de référence, mais en même temps, on a choisi notre taille humaine. Et on a voulu nous y tenir. Pourquoi? Parce que nous sommes tous confrontés à un problème, à quelques problèmes majeurs. Les déchets, l'énergie et l'eau. En matière de déchets, on sait pouvoir ne pas augmenter la taxe de la collecte des ordures ménagères de manière trop exponentielle, en tout cas de manière en restant très raisonnable, pendant les 20 ans qui viennent, les 30 ans qui viennent, avec une augmentation de notre démographie de près de 20%. Parce que nous avons notre propre maîtrise entre un seul centre de tri et de valorisation pour les 46 communes et une station d'incinération pour les 46 communes. En matière d'énergie, je dirais qu'avec les lacs du Haut-Pays, l'hydroélectrique, le solaire, le vent, la filière bois et les énergies marines où Veolia et ERDF vont implanter leur laboratoire de recherche et savent que c'est là que nous aurons, notamment avec les algues marines et la houle, la plus grande production énergétique qui soit dans les années qui viennent en ressources naturelles, nous serons sans doute un des rares territoires de France, avec l'île de la Réunion, à pouvoir arriver à près de 30% de production de l'énergie produite par rapport à l'énergie consommée, rien qu'en énergie renouvelable. Et enfin, nos ressources en eau potable, où nous savons là aussi pouvoir garantir presque le siècle à venir et préserver en même temps la qualité de nos nappes phréatiques en apportant les moyens nécessaires sur l'assainissement de tous les rejets dans les cours d'eau et sur le littoral. Donc voilà, diversification de notre économie, tourisme d'un côté, éco-industrie, éco-croissance de l'autre, université, centre de santé publique qui aujourd'hui est un centre de référence, avec notamment un synchrocyclotron qui sera le deuxième centre de protonthérapie avec Paris en France. Tout cela parce que nous avons réussi sur un territoire qui a sa carte postale,
qui nous permettra de gérer en même temps 8 ports d'azur et en même temps 5 stations de sport d'hiver. Bon, c'est ce territoire qui nous en offre la possibilité. On a saisi l'opportunité d'une réforme territoriale pour le faire. Je conçois que tout le monde n'a pas le même modèle. Le tout, c'est que librement, chacun puisse construire ce modèle. Et ça n'enlève pas la possibilité, je le dis à ceux qui aujourd'hui sont tournés vers les pôles métropolitains, demain, la métropole de Nice-Côte d'Azur, avec Toulon, avec d'autres grandes agglomérations de notre espace entre le Var et les Alpes-Maritimes, aussi d'aménager de futurs pôles métropolitains, pourquoi pas d'ailleurs avec Marseille un jour. Toutes ces possibilités nous sont offertes. N'écartons rien. C'est pour ça d'ailleurs, je crois que ce débat est passionnant, parce que nous avons la chance d'avoir une succession de lois et de réformes territoriales qui aujourd'hui, en garantissant l'identité et l'histoire de chaque commune, et de veiller à faire en sorte que ce soit d'abord la justice et l'équité pour chacun de nos concitoyens auxquels nous sommes attachés, que nous pouvons piocher pour choisir le meilleur choix et le meilleur modèle possible pour chacun de nos territoires. Bien, merci. Merci, on va passer à la dernière séquence. Je vais demander à Christian Estrosi de rester et aux autres intervenants de rejoindre le premier rang. Et je vais demander à Jacques Pélissard, le président de l'Association des maires de France, Michel Destot, le président de l'Association des maires des grandes villes de France, de rejoindre ce qui pourrait être un grand pôle métropolitain, celui des 16 communautés urbaines avec le Hauts-le-Saunier et Grenoble, pourquoi pas, puisque les frontières, la continuité territoriale n'est pas exigée. Et puis Gérard Collomb donc, va venir faire la synthèse et accueillir le ministre des collectivités locales qui nous a rejoints et qui va également monter. Je laisse la parole pour cette séquence finale à Gérard Collomb. Monsieur le ministre, cher Philippe Richert, je voudrais d'abord vous remercier au nom des communautés urbaines d'être venu à nos 39e journées. L'Association des communautés urbaines de France n'est pas fermée sur elle-même. Ce n'est pas une association qui défendrait des intérêts boutiquier. Effectivement, lorsqu'on regarde le paysage français, on se dit quelquefois dans les associations d'élus, est-ce que chacun n'est pas replié sur la défense de ses propres intérêts? Petite ville, ville moyenne, grande ville, communauté urbaine. Monsieur le ministre, la présence de Michel Destot et de Jacques Pélissard montre que dans notre conception, il n'y a pas d'un côté les petites villes et les grandes villes. Il n'y a même pas une opposition entre le fait urbain et le fait rural. Dans nos communautés urbaines, nous avons à la fois des grandes villes, mais des villes moyennes. Nous avons dans ces communautés urbaines la ville-centre, mais de toutes petites communes. Et donc, nous connaissons ce qu'est la solidarité entre la grande ville et puis la ville moyenne, les petites villes, les petites communes. C'est l'intercommunalité qui nous permet justement, dans cette intégration que marquait le fait communauté urbaine, de pouvoir faire jouer entre les villes la solidarité. Nous ne pensons pas non plus qu'il existe une frontière infranchissable entre territoires urbains et territoires ruraux. Nous savons que quand les villes s'affaissent, eh bien, c'est tout le territoire qui tout d'un coup s'appauvrit. Ceux qui voudraient donc établir des frontières, des barrières
entre grandes villes et petites villes, entre zones urbaines et zones rurales, se trompe, je crois, profondément. Dans le monde dans lequel nous sommes, marqué par les difficultés, marqué par une mutation considérable, nous devons être les uns et les autres en mouvement. Et c'est ce mouvement qu'avec Jacques Pélissard, l'Association des maires de France, avec Michel Destot, nous tentons de porter. Nous avons longuement parlé, nous venons de parler devant vous, de ce phénomène majeur que constitue la constitution des métropoles et des pôles métropolitains. Phénomène majeur qui montre qu'aujourd'hui, les uns et les autres ne sont pas repliés sur eux-mêmes, mais essayent de s'inventer un avenir commun, chacun à partir de sa propre réalité. Et lorsque Christian Estrosi disait « Mais voilà, c'est en fonction de nos situations locales que nous devenons, nous choisissons d'être pôle métropolitain ou bien d'être métropole », il avait parfaitement raison. Et je dirais que ce qui, dans la loi passée, à l'instigation d'ailleurs des associations d'élus, a été bénéfique pour l'intercommunalité, c'est qu'on n'a pas choisi un modèle fixe, préétabli, parce que Christian Estrosi a raison, il y a une diversité des territoires, une diversité des réalités socio-économiques, une diversité des modes de vie des habitants de nos villes, de nos territoires. Et il faut que la loi permette justement aux élus, aux responsables locaux de s'adapter à cette diversité et à partir de là, d'essayer de construire l'avenir des territoires. Nous refusons donc tous les schémas simplistes qui essaieraient d'opposer les uns et les autres. Nous pensons cependant que, comme je l'ai dit, c'est dans les villes, dans les agglomérations, petites ou grandes, que cela se joue. Comment ne pas voir que le fait de développer quelques pôles urbains majeurs, quelques métropoles, plus au sens de la loi, mais au sens générique de la métropole en France, est évidemment extrêmement important pour l'avenir de notre pays dans l'Europe. Et que, devant la comparaison des grandes métropoles européennes, pour ne pas parler de celles des États-Unis ou des pays asiatiques, nous avons besoin de pôles forts qui nous permettent de montrer la visibilité de nos territoires. Mais en même temps, à l'échelle de la France, nous avons aussi la nécessité de faire émerger un encadrement de villes moyennes qui structurent notre pays. Et tout cela doit se faire dans la complémentarité. Nous savons, Monsieur le ministre, que nos villes portent les grands défis d'aujourd'hui. Le défi économique, d'abord. Nous parlons tous de cette France désindustrialisée. Mais nous savons bien que ce qui permettra de reconquérir une base industrielle, de redévelopper notre économie, c'est l'innovation, la recherche qui se trouve dans ces territoires urbains, dans nos grandes agglomérations, et que c'est à partir de là que nous pourrons progresser à nouveau. Je disais à nos collègues que la semaine dernière, j'accueillais un colloque d'économistes à Lyon. Et ce qu'il me disait en matière de politique industrielle, il me dit oui, bien sûr, nous sommes tous effectivement d'accord sur le fait qu'il faut une nouvelle politique industrielle, mais peut-être plus pensée de manière verticale, comme cela a été le cas par le passé, mais totalement axée sur les territoires, de manière à pouvoir construire ces écosystèmes innovants qui, dans d'autres pays, permettent à l'industrie
de se développer, d'innover, d'aller de l'avant, et donc de permettre à ces pays de conquérir un certain nombre de marchés, y compris dans les pays industriellement les plus anciens, de pouvoir relever la concurrence avec les pays émergents. Défis économiques dans nos villes, mais en même temps défis sociaux, où se trouvent les risques de paupérisation, de ghettoisation, sinon dans nos grandes agglomérations. C'est là où les solidarités doivent se mettre en place, où nous devons essayer de reconstruire un vivre ensemble. Troisième défi, le défi écologique. Comment ne pas voir que nos villes sont en même temps le problème, mais en même temps la solution. Le problème parce que lorsque l'on regarde, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, quelles en sont les bases? L'industrie, transport en commun, transport plutôt, la mobilité urbaine, le problème du logement énergétiquement dégradé, ce sont les problèmes de nos villes. Et en même temps, les solutions, nous les voyons. Nous travaillons avec nos entreprises tous les jours pour qu'elles réduisent leurs émissions carbone. Nous travaillons sur l'usine du futur, l'usine décarbonée du futur. Nous travaillons en même temps sur nos transports en commun qui permettent d'avoir un autre type de mobilité et donc de réduire là aussi les émissions de gaz à effet de serre qui nous permettent également de transformer notre stock de logements existants, souvent d'un point de vue énergétique extrêmement difficile à gérer. C'est dans les villes que tout cela se passe. Mais Monsieur le ministre, si nous voulons mener ces politiques, il nous faut continuer à avoir quelques moyens. Et il ne faudrait pas que la crise que connaît l'État devienne demain par ricochet et par une succession de lois la crise des territoires. Et donc, après avoir eu un État pauvre, nous ayons aussi des territoires appauvris. Or, vous savez que les lois passées déjà ont un peu bouleversé les financements de nos collectivités territoriales. Président de région, vous savez bien que les recettes de région sont peut-être un peu moins dynamiques qu'elles ne l'étaient par le passé. Président des communautés urbaines, nous pouvons vous dire que la taxe professionnelle dans bien des territoires a fait baisser la dynamique que nous avions. Or, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette réforme de la péréquation. Et nous disons, attention, la péréquation, d'abord, nous la faisons tous les jours dans nos villes. Péréquation entre la ville-centre et la périphérie, entre la grande ville et les petites communes. Péréquation, surtout, entre les territoires les plus riches de nos villes et les territoires, aujourd'hui, les plus en difficulté. Si je prends l'exemple du Grand Lyon, nous avons sur le Grand Lyon des communes comme Vénissieux, Vaux-en-Velin, Givors, Pierre-Bénite, c'est-à-dire les communes où sont nées les difficultés. Lorsque l'on a parlé de la crise des banlieues, où est-elle née? Dans ces communes. On se souvient de Vénissieux, on se souvient de Vaux-en-Velin, des émeutes qui y sont nées. Et aujourd'hui, nous sommes en train de changer tout cela, parce que nous sommes avec des compétences importantes dans nos communautés urbaines, et en même temps sur un territoire élargi. Nous sommes capables de changer tout cela, de recréer la mixité de la ville. Mais cela demande des moyens considérables. Et si demain, nos communautés urbaines se trouvaient appauvries par la péréquation, eh bien, c'est l'ensemble de ces politiques qui se trouveraient remises en cause. Lorsque
nous regardons ce qui risque de se passer. Pour reprendre une phrase qui nous a été donnée et que vous retrouverez dans la résolution que je vous remettrai, qui nous a été donnée par Jean-Claude Boulard. Il dit aujourd'hui, quand on regarde la péréquation telle qu'elle nous est proposée, elle revient à quoi? Elle revient, en fait, je le cite, à prélever sur des territoires dont la richesse est en dessous de la moyenne pour des territoires dont la fiscalité est en dessous de la moyenne. Et c'est là le problème de ce qui nous est proposé aujourd'hui. Nous avons des territoires pauvres à l'intérieur de nos communautés urbaines, plus largement à l'intérieur de nos villes. Et parce que nous voulons mener des politiques actives, nous avons souvent une fiscalité exigeante. Et il y a d'autres territoires qui ont des populations plus favorisées. Et parce qu'ils ont ces populations très favorisées, eh bien, sont fiscalement sous-imposées. C'est cette contradiction qu'il faut lever dans les prochains jours. Pour cela, nous sommes prêts, évidemment, à travailler avec vos services. Nous déposerons d'ailleurs un certain nombre d'amendements au Sénat pour essayer de faire évoluer cela. Monsieur le ministre, je crois que l'exemple des communautés urbaines pourrait être finalement une bonne référence pour les territoires où se posent les discriminations, où il faut faire de la péréquation. On sait bien très souvent que ce problème de la péréquation a été posé non pas dans l'ensemble du territoire, parce que, comme je l'ai dit, nous avons à la fois la richesse et la pauvreté, donc c'est horizontalement que nous faisons la solidarité et la justice. Il se pose souvent en Île-de-France, mais le problème qui est posé, c'est peut-être la limite des territoires. Nous n'avons pas une barrière infranchissable entre les territoires riches et les territoires pauvres. Or, c'est bien quelquefois le fait que l'on peut constater, mais cela ne se résout pas par la péréquation qui nous est aujourd'hui proposée, mais peut-être par la prise en compte de solidarité plus élargie à ce niveau. Voilà, Monsieur le ministre, il y aurait bien d'autres sujets dont nous aurions aimé vous parler. Je me contenterai simplement d'y faire référence. Le problème du financement du logement est pour nous tout à fait fondamental pour continuer les politiques que nous avons engagées. Le problème d'un nouveau plan, d'une nouvelle étape de la rénovation urbaine est pour nous tout à fait fondamental. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos agglomérations, nous sommes au milieu du gué. Nous avons engagé le mouvement, et le mouvement porte ses fruits, mais nous avons encore beaucoup à faire. Et donc, il ne faudrait pas tout d'un coup que l'État nous abandonne alors que nous avons encore beaucoup à rénover, beaucoup à modifier pour faire cette solidarité entre les territoires. Monsieur le ministre, vous avez devant vous celles et ceux qui représentent la France qui bouge. Nous le montrons par la mise en œuvre des pôles métropolitains, des métropoles. Cette France qui bouge, elle a envie de bouger, mais il faut à la fois lui en donner les moyens financiers et en même temps, dans les lois, permettre la souplesse qui donne à chacun la possibilité de s'organiser librement. C'est vrai que dans nos communes, on disait tout à l'heure, Christian Estrosi disait la commune, c'est l'échelon de base. Qu'est-ce qui, à un moment donné, dans la loi, avait buté sur la notion de métropole? C'était le fait que les communes perdaient la quasi-totalité de leur liberté. L'intercommunalité que nous avons su construire dans les communautés urbaines, c'est celle qui permet à la fois d'avoir l'autonomie communale, mais en même temps la vision générale, la construction d'une communauté de destin. Je pense que la voie des communautés urbaines
demande à être regardée de près. Elle préfigure la voie qui permettra à nos territoires de pouvoir évoluer à la fois dans la liberté de chacun, mais en même temps dans une vision partagée de l'avenir. Monsieur le ministre, je vais vous remettre la résolution des communautés urbaines de France et céder la parole à mes amis, présidents de l'Association des maires de France et de l'Association des grandes villes de France. Monsieur le ministre, vous trouverez ici...